Donc, si vous voulez, vous avez eu les interventions de ce matin. Donc, est-ce qu'il y a des interrogations, questions, précisions, etc., émanant de la salle, ou éventuellement entre les communicants qui pourraient évidemment se questionner, s'opposer pacifiquement dans la pluralité des points de vue? Très pacifiquement sur le principe de non-contradiction. Je vous parle, moi, de l'énoncé aristotélicien. L'énoncé aristotélicien, je vous le rappelle, c'est « il est impossible que le même simultanément appartienne et n'appartienne pas au même et selon le même ». C'est le premier énoncé qui est donné de cela. Donc, c'est une forme propositionnelle, c'est-à-dire S n'est pas simultanément P et non P. D'accord ? Simplement, le point intéressant, c'est sa démonstration. Et sa démonstration est une démonstration par réfutation. Il faut attendre, puisque c'est le premier principe, on ne va pas le démontrer. Mais si, on va le démontrer quand même, parce qu'il y a des mal élevés qui veulent qu'on le démontre. Et donc, on va le démontrer en obligeant celui qui est contre le principe à parler. C'est ça, l'idée. Et il va parler. Il va dire, par exemple, bonjour. Quand il va dire bonjour, on va lui dire, tiens, ça y est, tu as obéi au principe. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand tu dis bonjour, tu ne dis pas au diable, ou alors tu ne dis rien du tout. Et si tu ne dis rien du tout, alors tu es une plante. Autrement dit, si vous voulez, je crois que les textes n'étaient pas très lisibles, mais la démonstration du principe de non-contradiction se fait par réfutation, et la réfutation est ancrée dans ce que j'appelle la décision du sens, à savoir l'univocité. Dire, c'est dire quelque chose, ou plutôt parler, la fonction de l'homme, ce en quoi il se distingue de l'animal, c'est dire quelque chose, c'est dire une seule chose, c'est-à-dire quelque chose qui a le même sens pour soi-même et pour autrui. Et je vous lis la dernière phrase de cette démonstration par réfutation, car ne pas signifier une seule chose, c'est ne rien signifier du tout, et si les mots ne signifient pas, on détruit la possibilité de dialoguer les uns avec les autres et à la vérité avec soi-même. Donc voilà pourquoi j'osais dire que le principe de non-contradiction implique l'univocité, exactement comme disons que la prohibition de l'homonymie est aussi structurante que la prohibition de l'inceste. Ça, c'est une première réponse. Et on pourrait en faire un autre, comme mon voisin me le signalait tout à fait justement, on pourrait la faire à un autre niveau. Donc là, si vous voulez, c'est en deçà du principe. Le principe est ancré dans la décision du sens, et la décision du sens, c'est l'unicité du sens. Sinon, il n'y a pas de sens du tout, et on ne parle pas, et on est une plante. Bon, on pourrait le faire par en haut, c'est-à-dire en incluant, alors, après la proposition, l'attitude propositionnelle. Et donc le désir de signifier. Voilà la réponse, si vous voulez. Attendez, vous voulez répondre tout de suite, Philippe Mongin? Répondre, oui. Très brièvement. Très brièvement, parce que j'ai vu une main se lever. Sur le même sujet? Oui. Si vous permettez, peut-être pour clore ce débat un petit peu technique. Mais merci d'avoir rappelé la formulation d'Aristote, bien sûr, à laquelle j'avais pensé, mais aussi cette formulation qui intervient, comme vous dites, dans les démonstrations, et cette affirmation, effectivement. Il faut signifier qu'une chose. Plusieurs réponses possibles. La fixation du sens est simplement une condition nécessaire à la vérité des propositions, et ce serait tout ce qu'Aristote veut nous rappeler, finalement, de sorte que l'affirmation sur laquelle le principe de contradiction n'interviendrait pas encore à ce stade serait maintenue. Deuxième réponse, mais pédante et anachronique, parce que frégéenne, la signification d'une proposition, c'est le vrai ou le faux. Donc signifier une seule chose, c'est encore attribuer le vrai ou le faux à la proposition, et c'est à propos de ces catégories seulement que le principe de contradiction a lieu. Bon. Monsieur, vous avez posé une... Oui. Oui, puis après, non, parce que... Voilà. Oui, bonjour. Donc, je fais une petite thèse de doctorat sur l'animalité dans l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, le dramaturge.
Voilà. Et j'ai une question donc pour un petit peu qui sort un petit peu du champ, mais je crois que donc c'est à l'intention de Jean-Claude Schmitt. Donc j'ai beaucoup apprécié l'évocation de ce document qu'on appelle donc nous avait dit Rothschild Canticles. Et ma question c'est est-ce qu'il y a selon vous, puisque vous ne l'avez pas vraiment nommé, le bestiaire en fait de ce document? Est-ce qu'il intervient dans votre esprit, comme une entité à part entière, une structure qui déterminerait des positionnements par exemple du graphiste, de l'enlumineur du manuscrit? Donc, est-ce qu'il y a une règle générale du traitement de l'animalité dans cet ouvrage? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous voulez, l'animalité étant une question, comme on dit souvent, foisonnante, tellement vaste, est-ce que par contre, comme vous l'avez pas cité, est-ce qu'il y a une cohérence de ce bestiaire qui référerait intégralement à cette question de l'animalité? On peut pas dire que le bestiaire. D'abord, ces images marginales, puisque à part la colombe de la Trinité, donc le bestiaire est toujours du même côté, au même endroit dans la marge de gauche, mais il n'est pas seul. C'est-à-dire que ce qui est tout aussi important, c'est de voir que ces bêtes, quand il y a des bêtes, des lapins par exemple, des singes, etc., qui peuvent être représentés de façon intégrale et relativement fidèle, sont toujours mêlés à d'autres êtres qui sont soit des hommes d'ailleurs, des hommes nus par exemple, ou des combattants, soit des hybrides. Et c'est cette totalité-là qu'il faut prendre en compte dans ce lieu-là de l'image. Voilà. Donc ce n'est pas un traité sur les animaux, comme on peut en avoir, on peut avoir des bestiaires naturellement, c'est tout à fait autre chose. Ici, ce qui est important, c'est ce lieu et ce mode de figuration par rapport à d'autres figures, à des endroits différents de la page et au texte même, qui ne parle absolument pas de ces êtres-là. Et c'est ça que je voulais montrer. Le sens, il est là. Il n'est pas dans le bestiaire. Il n'est pas davantage seul dans l'image trinitaire. Il est entre tout ça. Voilà, j'espère que ça a répondu. Oui, ça marche. Je voulais juste, pour aller dans le sens de Madame Cassin, à propos de la non-univocité du sens, raconter une toute petite histoire zen. Donc ça se passe dans le Japon médiéval et c'est un samouraï qui va voir un maître zen et qui lui dit « Maître, je voudrais que vous m'expliquiez le ciel et l'enfer ». Et le maître zen le regarde, il dit « Comment ? À un crétin comme toi, je vais perdre du temps à enseigner ce que c'est que le ciel et l'enfer alors que tu penses qu'à guerroyer et à trucider tes semblables ?» Alors à ce moment-là, le samouraï met la main sur son sabre, le maître zen bloque la main sur le sabre et lui dit « Ça, c'est l'enfer ». Alors à ce moment-là, le samouraï comprend qu'il n'est pas en train de mépriser, mais qu'il est simplement en train de lui faire ressentir ce qu'est l'enfer. Il se met à sourire. Et le maître zen lui dit « Ça, c'est le paradis ». Et ça se passe au même moment, c'est exactement la même chose. Et quand on lit les écrits de Charles Duitz, qui a écrit sur la drogue, sur le peyote, qu'il appelle non pas des hallucinogènes, mais des lucidogènes, des illimiteurs de conscience, il dit « ça provoque un enfer paradisiaque ou un paradis infernal ». C'est un concept complètement ambivalent et qu'on ne peut absolument pas scinder. C'est à la fois l'enfer et le paradis. Voilà. Et un autre exemple, c'est Victor Hugo. Donc au début des Contemplations, il dit « mais qu'a le papillon et qu'a la sauterelle ? La sauterelle a l'herbe et le papillon l'air. Et tous deux ont Avril qui rit dans le ciel clair. » Donc ça, c'est le début. Puis après la disparition de Léopoldine, il dit « Avril n'est que le rêve érotique du gouffre ». Donc dans un cas, Avril rit dans le ciel clair, dans l'autre cas, c'est le rêve érotique du gouffre, mais il n'y a rien. Et Maître Écart dit « ce néant était Dieu ». C'est-à-dire que finalement, il y a toujours l'identification de l'être et du néant à la fin, on est en plein oxymore, quoi. Et Hugo, au moment de mourir, a dit « je vois de la lumière noire ». Et avant ça, il avait dit « un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit ». Donc la figure de l'oxymore qui condense en même temps deux sens complètement opposés, quoi. Merci. Merci. C'est un commentaire inspiré par l'ensemble des présentations de ce matin. Il me semble utile, voire nécessaire, de souligner l'opposition, sinon la contradiction, entre deux perspectives qui, pourtant, semblent se chevaucher ici.
il y a un problème commun que nous partageons tous, qui est de comment à la fois rendre compte et vivre avec la diversité des croyances, des points de vue, des façons de vivre, problème qui se pose aussi bien dans l'interprétation des différences religieuses, comme on l'avait dans l'exposé du professeur Tardieu ce matin, que lorsque l'on considère le pluralisme politique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Or, il y a deux façons, en fait, très différentes de faire. L'une qui est en termes justement de point de vue, qu'on trouve dans le titre même de ce colloque, et on pourrait parler de perspectivisme, mais qui suppose qu'il y a une réalité, en effet, que l'on peut regarder de différents points de vue, comme dans l'expérience de Piaget, que plusieurs ont rappelé hier, et donc qui suppose un certain réalisme dans ce perspectivisme, dans l'idée que ce qui explique la différence des opinions et des croyances, ce sont des points de vue différents, ou les angles différents où se situent les personnes qui sont en désaccord. Il y a un point de vue relativiste, dans le sens fort de relativisme métaphysique, qui nie précisément l'existence de cette réalité commune, et qui donc fait de la pluralité quelque chose d'indépassable, en quelque sorte, qui ne pourrait pas être réconcilié. Il peut être réconcilié par un geste de tolérance, mais certainement pas par une circulation autour de l'objet réel, de la réalité, qui rendrait possible une synthèse des points de vue. Il me semble que les exposés divers de ce matin, en particulier la tension entre celui de Barbara Cassin et celui de Philippe Mongin, met bien en valeur cette distinction qui est assez cruciale pour le thème général du colloque. Merci. Je suis assez d'accord. Bon. Est-ce que dans la salle, sinon sur la scène, comme on dit, est-ce que vous voulez réagir ? Juste un mot, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Dan Sperber. La différence est entre Leibniz et Protagoras. Est-ce qu'il y a quelque part un point de vue de Dieu ou non ? En ce qui concerne le problème des religions, effectivement, vous avez raison, je crois, le problème fondamental, c'est que le pluralisme religieux implique le respect de l'interprétation, c'est-à-dire la reconnaissance du point de vue. À partir du moment où il n'y a plus ça, donc il n'y a plus pluralisme, on tombe dans quoi ? Dans le fondamentalisme. Qu'est-ce que le fondamentalisme ? Aujourd'hui, partout, c'est précisément le refus de l'interprétation, c'est-à-dire de considérer un point de vue comme étant la norme absolue. D'accord ? Et à partir du moment où on apprend à l'enfant et à l'adulte la multiplicité des points de vue, on a des chances à aboutir au respect de l'autre et, je dirais, à ce qui doit rester un but, autrement dit, la confrontation non violente de ces points de vue. Moi, je trouve que le drame actuellement, au point de vue des religions, des croyances, c'est que ce que l'on voit partout, que ce soit en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale, c'est précisément de tenir un point de vue comme une norme absolue ou un texte comme étant une donnée absolue. Or, on sait que n'importe quel texte sacré, pas seulement, vous avez dit que le Dielskrantz était la Bible, je dirais qu'il n'y a pas une seule parole, un seul mot dans Dielskrantz, et a fortiori dans toutes les Bibles, qui ne soit pas une interprétation. Une fiction. Voilà. Carlos Sosa voudrait dire quelque chose. Oui, je voudrais reprendre l'argument que M. Sperber nous a posé, qui est absolument essentiel pour l'économie, je dis avec beaucoup de guillemets, de ce colloque. Je dirais que nous avons réfléchi avant de choisir le terme point de vue, parce qu'il y a un certain nombre d'apories qu'il faut évoquer. Alors, la première est le concept de vérité. Nous sommes quand même les héritiers d'un long processus historique qui venait de la tradition classique qui disait « verum et ipsum factum convertuntur ». Donc, le vrai est ce qui a été
faits par les hommes vont dans la même direction. On ne peut pas nier qu'il y a eu tel ou tel événement. Or, justement, comme après il y a eu toute une critique de l'histoire qui est déposée dans des textes et que ces textes n'ont pris qu'un point de vue, qu'une partie des événements, qu'une partie de la mémoire collective, etc., ce principe a été critiqué. Mais alors, il y a aussi l'autre qui est en train d'être critiqué, l'autre qui a remplacé le premier, c'est-à-dire verum et realia convertuntur. Or, aujourd'hui, nous sommes précisément dans la condition, et c'est surtout, d'après mon expérience ici, des physiciens qui nous le montrent, que ce que nous pensions comme réel est extrêmement difficile à saisir. Il y a des états, la physique quantique le montre, où une chose peut être, ne pas être en même temps, les chats de Schrödinger, etc. Ce qui fait que, troisième point, nous ne pouvons même pas affirmer que le vrai et le réel coïncident. Et donc, de ce point de vue, il est difficile aujourd'hui de pouvoir, dans des colloques comme le nôtre, nous avons pris des risques, nous baser sur des principes acquis par la tradition, donc vérité égale factualité, c'est-à-dire ce qui a été fait, ou vérité égale réalité, puisque les deux termes de comparaison ont été mis en crise. Alors, quel serait un critère de vérité capable de saisir tout ce que nous sommes en train de vivre? Ça, c'est le point. Et à mon sens, je crois qu'il faudrait en effet plutôt avoir une espèce de comme vous l'avez appelé, une espèce de Bildung ouverte qui pourrait remonter, puisque M. Tardiola pourrait me corriger, au présupposé d'une formule que nous avons pris un peu trop facilement, c'est-à-dire la pierre qui a été écartée par les constructeurs devient la pierre. Mais en même temps, il y a deux affirmations contradictoires dans cette affirmation, c'est-à-dire que la pierre qui a été écartée, ça signifie que le temps s'est fait et que c'était la pierre défectueuse pour la construction du temple, et qu'en même temps, cette pierre qui a été écartée, qui doit devenir la nouvelle pierre, on ne sait pas quel est le temple. Donc on serait un peu dans cette condition, me semble-t-il, d'une modélisation à faire à partir de quelque chose qui n'est plus en même temps entièrement valable. Je ne sais pas si on peut amorcer un projet de telle sorte. Qui veut rebondir sur, évidemment, ces questions un peu vertigineuses, il faut bien reconnaître, hein, comme l'a dit Michael. Barbara ? Non, moi, je ne peux pas rebondir là-dessus. J'aurais aimé qu'il y ait des questions sur le rapport possible, mais c'est peut-être un peu tôt, sur le rapport possible entre une conception du langage à partir d'une plurivocité, d'une homonymie, et que met en lumière la traduction, et les localisations cérébrales. Et ça a l'air et la perception du langage et la constitution du langage dans les réalités, dans les réalia physiques. On va en faire un atelier pour le futur. Voilà, ça je trouve ça vraiment passionnant. On va garder ces discussions, des idées, c'est ça, oui. Se retrouver. C'est moins une question qu'une réaction. Dan Sperber parlait d'une situation où il y aurait un monde commun à partager, une autre où il n'y aurait pas de monde commun, mais on pourrait imaginer aussi une troisième situation où le monde émerge de la relation et qu'un point de vue, il n'est qu'une construction commune qu'on doit autant à celui qui tient une position que celui qui la reconnaît ou qui ne la reconnaît pas. Parce que ne pas reconnaître une position aussi amène à la renforcer et à la rendre encore plus dure. Et qu'on est non plus du côté d'un monde einsteinien, mais plutôt d'un monde quantique qui est celui de l'émergence, d'un monde continuellement en train de se faire. C'est magnifique. On laisse en suspens, propose Alain Berthoz. Oui, mais bon, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, monsieur. Oui, je voulais poser une question à Barbara Cassin. Partant d'un point de vue hegelien, qui dit qu'une position n'est fausse que si elle s'absolutise comme vraie. Et chez Hegel, il n'y a pas d'opposition du vrai et du faux, c'est que le vrai est lui-même le négatif du négatif. Et la question que je voulais poser, puisque vous substituez au vrai, au faux, la notion de meilleur pour, est-ce que ce meilleur pour est-il absolutisable? Est-ce qu'il a une vérité? Si l'on contextualise, si vous dans le contexte, par exemple, du débat sur la lecture du texte social du XIXe siècle entre Marx et Bakounine, il est évident que chacun avait une lecture qui est meilleure pour. Et pourtant, la lecture que fait Lénine de Marx au début du XXe siècle, de mon point de vue, est une lecture catastrophique, puisque de mon point de vue, c'est une lecture qui est la meilleure pour le pire, en tant que l'histoire a démontré que la vérité de la lecture qui a été faite du marxisme du XXe siècle est une lecture intégralement catastrophique. En qualité du point de vue de Marx, qui considérait précisément que la liberté ne peut se réaliser dans l'histoire et la vie réelle que si elle se pose elle-même comme principe. Si la liberté n'est pas au principe, elle ne peut pas être à la fin. Dont on fait autre chose. C'est bien l'opposition entre le Marx et Bakounine. Enfin, j'attaque plutôt Bakounine dans le Marx. La question que je pose actuellement, c'est si on choisit cette lecture de substitution du vrai ou du faux par le meilleur pour, alors on pourrait dire que, par exemple, je contextualise historiquement volontairement. J'ai appris par Paul Veyne que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus de résistants allemands au nazisme qu'il n'y en avait en France. Et la stratégie du nazisme, ça a été d'éliminer un à un tous les résistants qui se trouvaient. Il y en avait 100 000. Et en France, il y en a eu 50 000. Alors, le meilleur pour les Allemands qui se soulevaient et étaient abattus, n'était-il pas plutôt de se soumettre au nazisme? Il est là le problème du relativisme. Dans un contexte où se joue quelque chose qui dépasse l'individualisme ou bien l'opportunisme, dans lequel se joue le destin du monde ou la responsabilité que peut porter en soi quelqu'un qui est conscient des enjeux, qui est suffisamment cultivé pour faire une lecture en termes non plus simplement d'universalisme paisible ou apaisant, mais qu'il y a des intérêts qui sont traversés par des conflits, par une guerre et par des contradictions. Et l'inscription de la contradiction, c'est aussi le choix, la décision dans l'orientation du sens, si le sens est porté aussi par l'identification de la liberté, de la beauté et du bien, selon le grand principe de la philosophie antique. Et la seule chose que je puisse répondre très vite, c'est que effectivement le meilleur pour, l'idée de substituer vrai-faux, un comparatif dédié meilleur pour, ça nous immerge dans un autre type de problème, c'est-à-dire qui décide du meilleur pour qui et selon quels critères. C'est là où c'est très long à réfléchir et à expliquer, même à partir du texte de Protagoras, puisque ce qu'il dit, c'est il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour décider du meilleur pour certains, en gros. Et je les appelle sages. Et c'est moi. Et payez-moi. Bon. Donc là, vous ouvrez simplement, ou j'ouvre avec l'idée de comparatif dédié, un champ de problèmes, mais déplacé par rapport à l'univocité et à l'unicité du vrai. C'est tout. Je remercie les conférenciers et les auditeurs. Oui, c'est bien.